Si vous avez eu 20 ans en France avant 1980, vous avez connu le Solex. Ce cadre noir, lourd comme une enclume, ce galet qu'on abaissait sur le pneu avant, et ce bruit de crécelle affolée qui pour toute une génération a été le premier son de la liberté. À son sommet, une seule usine en produisait près de 400 000 par an. Le nom était devenu un mot de la langue française, l'engin du facteur comme de l'étudiant. Il avait survécu à la montée du scooter, survécu à l'arrivée des Japonais, survécu à la faillite de la maison qui le fabriquait. Et puis, après plus de 20 ans de règne sur les routes de France, la dernière chaîne s'est arrêtée. Comment un engin que la France reconnaissait à son seul bruit a-t-il pu simplement disparaître des rues ? Chapitre 1. Le moteur posé sur la roue. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, non pas dans une usine, mais dans la tête de deux hommes qui cherchaient à résoudre un problème que personne d'autre ne jugeait urgent. En 1905, deux ingénieurs sortis de l'école centrale s'associent pour fonder une petite affaire. Ils s'appellent Maurice Goudard et Marcel Ménesson. Ce ne sont pas des constructeurs de cycles, ce ne sont pas des rêveurs romantiques penchés sur la bicyclette. Ce sont des hommes de précision, formés à calculer, à mesurer, à faire tenir ensemble des pièces de métal qui doivent fonctionner des milliers de fois sans se plaindre. Leur première entreprise fabrique des équipements pour l'automobile naissante. Des carburateurs, des radiateurs, tout ce dont a besoin cette machine nouvelle qui commence à peine à effrayer les chevaux sur les routes de campagne. Retenez ce détail car il explique tout ce qui suivra. Le Solex ne naît pas d'un fabricant de vélos qui aurait eu l'idée d'y coller un moteur. Il naît d'ingénieurs équipementiers habitués à l'exigence de l'automobile qui vont un jour appliquer cette exigence à l'objet le plus humble qui soit. Le problème qu'ils finissent par résoudre est d'une simplicité presque insultante. Comment faire avancer une bicyclette sans effort, sans transpiration, sans être riche ? Les autres réponses de l'époque sont compliquées. Des chaînes, des embrayages, des boîtes de vitesse, des mécaniques qui coûtent cher, qui tombent en panne, qui demandent un mécanicien. La réponse de Goudard et Ménesson est d'un autre ordre. Ils posent un petit moteur au-dessus de la roue avant. Et ce moteur entraîne la roue non pas par une chaîne, non pas par un engrenage, mais par un simple galet de céramique qui frotte directement contre le pneu. C'est tout. Un galet qui tourne et qui appuie sur le caoutchouc. Quand il pleut, on serre un peu plus. Quand on veut pédaler sans le moteur, on relève le galet d'un coup de levier et l'on redevient un cycliste ordinaire. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a presque rien à réparer. Un homme qui n'a jamais tenu une clé de sa vie peut apprendre à entretenir son Solex en une après-midi. Voilà l'idée. Et cette idée va durer un demi-siècle. Le nom lui-même dit la double origine de la chose. Solex, c'est la marque des ingénieurs, celle des carburateurs et des radiateurs. Vélo, c'est la bicyclette du peuple. Vélo Solex, le mariage d'une entreprise de haute précision et de l'objet le plus démocratique de France. Il faut attendre l'après-guerre pour que l'invention devienne un phénomène. La France de 1946, de 1947, de 1948 est un pays qui se relève, qui a faim de mouvement et qui n'a pas d'argent. L'automobile individuelle reste un rêve lointain pour l'immense majorité des familles. On se déplace à pied, à vélo, en train quand on peut se le payer. Dans ce pays-là, une bicyclette qui roule toute seule à 30 km/h sans qu'on ait à donner le moindre coup de pédale, c'est une petite révolution silencieuse. Marcel Ménesson et son équipe industrialisent le vélo Solex pour cette France-là. Pas pour les riches, pas pour les sportifs, pour l'ouvrier qui doit se rendre à l'atelier, pour l'employé qui traverse la ville, pour l'étudiant sans le sou, pour le facteur, pour la ménagère qui va au marché. Le petit moteur posé sur la roue devient l'outil de ceux qui n'ont besoin de rien d'autre que d'arriver. Et ils arrivent, par centaines de milliers. Chapitre 2. La France qui roule toute seule. Il faut imaginer ce que fut l'essor du Solex pour mesurer ce qui sera perdu. Dans les années 50, puis dans les années 60, le petit engin noir se répand dans le pays comme une évidence. Il n'a pas de couleur, ou plutôt, il n'en a qu'une, le noir. Il n'a pas de carrosserie flatteuse, pas de chrome inutile, pas de lignes dessinées pour séduire. Il n'a que ce qu'il faut pour rouler. Un cadre, 2 roues, un moteur au-dessus de la roue avant, un réservoir et rien de plus. Cette pauvreté apparente est en réalité un choix d'ingénieur poussé jusqu'à l'obsession.
Chaque pièce que l'on peut supprimer est une pièce qui ne tombera pas en panne, une pièce qui ne coûtera pas, une pièce qu'il ne faudra pas remplacer. Le Solex est construit autour d'une conviction. La vraie élégance industrielle, ce n'est pas d'ajouter, c'est d'enlever. Le résultat, c'est un objet dont le prix reste à la portée d'un salaire modeste et dont la fiabilité devient légendaire. On raconte, dans les familles, des Solex qui roulent pendant 20 ans, pendant 30 ans, que l'on se transmet, que l'on répare avec 3 fois rien, que l'on retrouve au fond d'une grange et qui redémarre après un coup de nettoyage. Ce n'est pas une machine que l'on possède, c'est une machine qui accompagne une vie. Un nom mérite d'être cité ici, même s'il n'apparaîtra, curieusement, que bien plus tard et par accident. Des années après, quand le journal Le Monde annoncera la disparition du Solex, une lettre de rectification lui sera adressée pour rappeler qu'un homme, René Iribarren, ancien secrétaire général de la Société Générale de Fonderie, fut l'homme qui a lancé le vélo Solex. C'est là un trait de cette histoire. Les hommes qui ont mis cet objet dans les mains de millions de Français sont restés dans l'ombre de l'objet lui-même. Le Solex a englouti ses créateurs. Il est devenu plus grand que les noms de ceux qui l'ont fait. Car il faut le dire sans détour, à son sommet, le Solex n'est pas un succès, c'est une domination. En 1964, une seule année, l'usine produit environ 380 000 machines. 380 000. Prononcez ce chiffre lentement. Cela veut dire que chaque jour ouvrable, plus d'1 millier de vélos Solex quittent les chaînes pour aller se fondre dans le paysage français. Cela veut dire qu'à cette époque, dans certaines villes, le Solex est tout simplement le moyen le plus répandu de se déplacer sur 2 roues. Ce n'est pas rien pour un objet que ses détracteurs traitaient de simple vélo à moteur. C'est l'un des plus grands succès de l'industrie française de mobilité de l'après-guerre. Et ce succès repose sur une génération d'ouvriers, d'ajusteurs, de soudeurs, de monteuses à la chaîne, dont les mains, françaises, et comme partout dans l'industrie française de ces années-là, souvent venues d'ailleurs, assemblent jour après jour ces milliers de moteurs, ces milliers de cadres, ces milliers de galets qui iront frotter contre les pneus de la République. Le Solex traverse aussi les épreuves qui abattent d'autres. La concurrence des cyclomoteurs plus modernes, plus rapides, plus séduisants, la montée du scooter, plus confortable, l'arrivée, sur le marché français, des constructeurs étrangers. À chaque fois, on prédit la fin du petit moteur noir. À chaque fois, il tient. Parce qu'il fait une chose que personne ne fait aussi bien, rouler pour presque rien, éternellement, sans jamais rien demander. C'est dans ce contexte de règne que naît le modèle qui portera le mythe à son achèvement. Au mois de mai 1966, la maison lance le vélo Solex 3800. La publicité de lancement tient en une promesse d'une audace tranquille. Davantage de puissance, sans changement de prix. Plus de force, pour la même somme. C'est l'esprit Solex résumé en une phrase. On ne demande pas au client de payer plus pour avoir mieux. On lui donne mieux et l'on garde le prix. Le 3800 n'est pas une rupture, c'est un aboutissement. C'est la version la plus mûre, la plus aboutie, la plus parfaitement dépouillée d'une idée vieille de plusieurs décennies. Quand un Français ferme aujourd'hui les yeux et pense à un Solex, c'est presque toujours celui-là qu'il voit. Le 3800 est devenu l'archétype, le Solex des Solex. Et pendant plus de 20 ans, il sera partout. Chapitre 3. Le noir devenu couleur nationale. Pour comprendre ce que fut vraiment le 3800, il faut cesser un instant de parler de chiffres et de parler de sensations. Car cet objet ne vivait pas dans les rapports annuels. Il vivait dans les rues, dans les jambes, dans les oreilles, dans les narines de tout un pays. Imaginez que vous êtes un jeune homme d'une petite ville de province, un matin de 1970. Vous poussez votre Solex hors du garage. Le cadre est noir, lourd sous la main, robuste comme une enclume. Vous enfourchez la selle. Et là commence le rituel que des millions de Français connaissent par cœur. Vous abaissez le petit moteur pour que le galet vienne au contact du pneu. Vous commencez à pédaler, quelques tours, comme sur une bicyclette ordinaire. Le galet mord le caoutchouc, le moteur tousse, hésite, puis prend. Et alors monte ce bruit.
Ce bruit que le monde décrira, le jour de sa disparition, comme celui d'une crécelle affolée. Un cliquetis rapide, métallique, un peu ridicule, un peu attendrissant, qui devient aussitôt le bruit de fond de la France qui va au travail. Vous cessez de pédaler, le Solex vous emporte, et sous vous, à travers la selle, à travers le guidon, monte la vibration du moteur transmise directement par le pneu, car il n'y a rien entre le moteur et la route que ce galet et ce caoutchouc. Vous sentez l'odeur du mélange de temps, cette huile brûlée un peu sucrée, un peu âcre, qui restera collée pour toujours à la mémoire de ceux qui ont eu 20 ans à cette époque. Voilà ce qu'était le 3800. Un bruit, une odeur, une vibration, une silhouette. 4 signaux si particuliers qu'un Français pouvait, sans même se retourner, reconnaître un Solex qui passait au bout de la rue. Peu d'objets industriels de ce pays ont atteint ce degré de reconnaissance immédiate. La Tour Eiffel se reconnaît à sa forme. Le Solex se reconnaissait aussi à son chant. Et derrière ce chant, il y avait un atelier. Il faut se rendre à Mâcon, où l'on assemblait le vélo Solex 3800 pour voir de quoi était faite cette simplicité. Car ne vous y trompez pas, un objet simple ne sort pas d'une usine simple. Derrière ce petit moteur noir se cache toute une organisation de presse, de postes de soudure, de montage de roues, d'assemblage. Sur les photographies de cette chaîne, on voit des postes serrés les uns contre les autres, des cadres noirs alignés en file, un convoyeur aérien qui porte les pièces au-dessus des têtes, et des ouvriers penchés sur chaque machine. Le geste se répète. La roue arrive, le moteur descend. Le galet se règle. Le réservoir se pose. Chaque poste ajoute sa part. Et au bout de la chaîne, un Solex complet attend d'être expédié vers une France qui en redemande. Ce sont ces mains-là qui ont fait le mythe. Pas la publicité, pas les ingénieurs seuls. Les monteuses et les monteurs qui, jour après jour, à la cadence, ont assemblé des millions de fois le même objet avec cette précision tranquille qui ne fait jamais la une des journaux. Le savoir-faire du Solex, ce n'était pas un secret d'atelier gardé par quelques initiés. C'était la maîtrise d'un geste répété jusqu'à la perfection par des travailleurs ordinaires, dans une usine ordinaire, pour un objet extraordinaire de banalité. Car c'était là, précisément, la grandeur du 3800. Il n'était pas fait pour éblouir, il était fait pour servir. Il ne cherchait pas à impressionner le voisin, il cherchait à vous mener au travail et à vous ramener chez vous, 5000 fois, 10 000 fois, sans jamais vous trahir. Et une nation entière lui a fait confiance. Chapitre 4. Un objet dans chaque vie. Ce que l'usine de Mâcon fabriquait n'était pas seulement un cyclomoteur. C'était un membre de la famille française. Il faut mesurer ce que cela veut dire. Dans d'autres histoires industrielles, l'usine est une communauté. Elle a sa cité ouvrière, sa cantine, sa colonie de vacances, son terrain de sport. Le Solex, lui, a fait quelque chose de rare. Il a fait de la France entière sa communauté. Son usine, c'était le pays. Son atelier de montage, c'était chaque garage, chaque cour d'immeuble, chaque appentis où dormait la nuit un petit moteur noir. Regardez qui roulait en Solex. L'étudiant qui n'avait pas les moyens d'une voiture et qui traversait sa ville universitaire dans le froid, le col relevé, cartable sur le porte-bagages. L'ouvrier qui rejoignait son poste à l'aube quand les rues sentaient encore la nuit. L'employé de bureau. L'instituteur de campagne qui reliait 2 villages. La femme qui allait au marché, le panier accroché au guidon. Le curé de paroisse. Le médecin de campagne qui faisait ses visites. Le retraité qui allait à la pêche. Le Solex n'appartenait à aucune classe, parce qu'il appartenait à toutes. C'est peut-être là son exploit le plus profond. Dans une France encore marquée par les hiérarchies sociales, où la voiture disait votre rang, où le costume disait votre place, le petit moteur noir ignorait ces distinctions. Il était le grand niveleur. Le président d'une petite entreprise et son ouvrier pouvaient posséder rigoureusement le même engin, et ce n'était une honte pour aucun des deux. La publicité du 3800 avait parfaitement compris cette âme. Elle ne vendait pas du prestige. Elle ne vendait pas de la vitesse.
Elle vendait l'économie comme une vertu. Le Solex était présenté comme le champion de l'économie, exposé presque nu, de profil, sans artifice. « Regardez-moi », disait la réclame. « Je n'ai rien de superflu. Je ne vous coûterai presque rien. Et je ne vous décevrai jamais. » Dans une société de consommation naissante, qui commençait à apprendre aux Français à désirer toujours plus gros, toujours plus cher, le Solex tenait un discours à contre-courant. Un discours de sobriété, un discours de suffisance, un discours qui disait qu'il pouvait suffire d'avoir juste ce qu'il faut. Et c'est justement pour cette raison que le 3800 est devenu bien plus qu'un moyen de transport. Il est devenu un souvenir collectif. Demandez à un Français né avant 1960 de vous parler du Solex et vous verrez son regard changer. Il vous parlera de son premier Solex, du bruit qu'il faisait dans la côte, de la fois où il est tombé en panne d'essence à des kilomètres de chez lui, de la fille ou du garçon qu'il transportait à l'arrière malgré l'interdiction, du jour où son père le lui a confié pour la première fois. Le Solex a transporté une génération vers l'âge adulte. Il a été, pour d'innombrables Français, la première machine à eux, le premier goût de la liberté, le premier vertige de rouler seul sur une route sans que personne ne vous tienne la main. On n'oublie pas cela. On peut oublier le nom d'un ministre, on n'oublie pas le bruit de son premier Solex. Voilà ce que fabriquait l'usine. Non pas un cyclomoteur, mais un rite de passage. Non pas un produit, mais une part de l'intimité nationale. Et pendant que la France roulait ainsi, insouciante, sur son petit moteur noir, elle ne savait pas, comment aurait-elle pu le savoir, que l'entreprise qui fabriquait cet objet si solide était, elle, en train de devenir fragile. Que le Solex, si increvable dans la rue, reposait sur une industrie qui, elle, pouvait très bien mourir. Et que la robustesse de la machine ne disait rien de la santé de la maison qui la produisait. C'est la grande ironie de cette histoire. L'objet était éternel, l'entreprise ne l'était pas. Chapitre 5. Le sommet et l'ombre portée. Il y a dans toute histoire industrielle un moment où tout semble acquis, où le sommet paraît un plateau sur lequel on pourrait marcher éternellement. Pour le Solex, ce moment se situe au milieu des années 60. Le 3800 vient d'être lancé, la reconnaissance est totale, le nom Solex est entré dans la langue française au point de devenir un nom commun. On ne dit pas qu'on prend son cyclomoteur, on dit qu'on prend son Solex, quelle qu'en soit la marque. C'est le rêve absolu de toute entreprise, celui que peu atteignent. Devenir non pas une marque, mais un mot. Le frigidaire de la mobilité populaire. Le Solex du déplacement modeste. Les chiffres de production dans ces années de gloire tournent autour de valeurs qu'aucun concurrent ne peut afficher. L'usine sort ses centaines de milliers de machines, le réseau de vente couvre le pays, le produit s'exporte. La presse célèbre l'engin comme une réussite bien française, un objet de bon sens, une victoire de l'ingéniosité sur la complication. Debout sur ce sommet, personne, à l'intérieur, ne pouvait imaginer que la fin approchait. Et pourtant, avec le recul, les premières ombres sont déjà là, portées par le soleil de midi. La première ombre, c'est le marché lui-même. Le triomphe du Solex reposait sur une France pauvre, une France qui n'avait pas les moyens de mieux. Or, cette France-là est en train de disparaître. Les 30 glorieuses enrichissent le pays. Les salaires montent, la voiture cesse d'être un rêve pour devenir une réalité accessible. Et le jeune homme qui, hier, se serait contenté d'un Solex, commence à vouloir un cyclomoteur plus rapide, un scooter plus confortable, et bientôt une petite automobile. La sobriété qui faisait la force du Solex devient peu à peu un défaut aux yeux d'une société qui apprend à vouloir plus. La seconde ombre est plus discrète, mais elle sera décisive. Le Solex, à cette époque, est encore une maison relativement indépendante. Il est maître de son destin. Il décide de ses modèles, de ses prix, de son avenir. Mais cette indépendance repose sur un équilibre financier de plus en plus précaire. Fabriquer des centaines de milliers de machines à bas prix, dans un marché qui commence à se retourner,
cela laisse des marges étroites. Et quand les marges sont étroites, il suffit d'un choc pour que tout vacille. Ce choc viendra. Et avec lui viendra la question qui décidera de tout. La question qui court sous toute cette histoire comme un galet contre un pneu. Que se passe-t-il lorsqu'un objet aimé par des millions de gens appartient à une entreprise qui, elle, n'a plus les moyens de sa propre liberté? En 1974, la réponse commence à s'écrire. Cette année-là, un géant entre dans la place. La régie Renault prend une participation majoritaire dans le capital de Vélo-Solex, pour aider, dira-t-on pudiquement, l'entreprise à surmonter ses difficultés de trésorerie. C'est un mot terrible, ce mot de trésorerie, quand il s'applique à une maison qui, dans l'imaginaire du pays, semblait invulnérable. Il signifie que le Solex, ce roc, ce increvable, cet éternel, manque déjà d'argent. Et cette participation ne fera que passer de main en main. Renault cédera bientôt sa part à un autre constructeur de deux roues, une maison de Saint-Quentin qui portait un grand nom de l'industrie française. Motobécane. À partir de ce moment, le vélo Solex cessera d'être maître chez lui. Il deviendra un produit parmi d'autres, dans le portefeuille d'une entreprise dont il n'était plus le cœur. C'était l'apogée, le point le plus haut, le moment où le petit moteur noir régnait encore sur les routes de France, comme s'il devait y régner toujours. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de se refaire. Les hommes qui décideraient un jour du sort du 3800 n'étaient pas encore entrés en scène. Les usines qui l'accueilleraient, puis le rejetteraient, ne le savaient pas encore. Et personne, dans le vacarme joyeux de cette France qui roulait toute seule, n'entendait le bruit très léger, presque inaudible, que faisait un monde en train de changer. Chapitre 6. Renault entre, Courbevoie se barricade. La première fois que des ouvriers du Solex occupent leur usine pour empêcher qu'on la ferme, le Japon n'a rien à voir dans l'affaire. Retenez cela, car c'est le fait qui fait s'effondrer la version la plus simple de cette histoire. Quand on cherche le premier grand drame social du monde Solex, on l'imagine tout au bout, à la fin des années 80, avec un repreneur étranger venu tuer un fleuron français. La vérité est plus dure et plus ancienne. La première liquidation se produit 13 ans avant que Yamaha ne contrôle quoi que ce soit, et elle est entièrement française. En 1974, la régie Renault prend 51% du capital de Vélo Solex. Officiellement, pour aider l'entreprise à surmonter ses difficultés de trésorerie. Puis Renault cède cette participation à Motobécane, le constructeur de Saint-Quentin, et reçoit en échange 16,6% du capital de Motobécane. Ce sont des mouvements d'état-major, des lignes dans des accords financiers, des pourcentages échangés dans des bureaux. Mais ces lignes ont des conséquences dans la chair des gens. Les conséquences arrivent vite. À Tours, l'usine ferme. Dans les services administratifs de Courbevoie, des fonctions disparaissent. Au total, 182 emplois s'évaporent dans ce premier resserrement. Et à Courbevoie, les ouvriers refusent de partir sans se battre. Le 5 juin 1975, 245 salariés occupent l'usine dont on a annoncé la fermeture pour décembre. Leur âge moyen est de 48 ans. Arrêtez-vous sur ce chiffre. 48 ans. Ce ne sont pas de jeunes gens que l'on reclassera facilement. Ce sont des hommes et des femmes au milieu de leur vie, qui ont donné 20 ans, 25 ans à cette maison, et qui savent, avec la lucidité des gens simples, que le marché du travail ne les reprendra pas. Ils tiennent l'usine. Ils dorment sur place. Ils montent la garde. C'est l'un des gestes les plus anciens et les plus dignes du monde ouvrier. Occuper l'outil de travail pour l'empêcher de disparaître dans la nuit. Et cela ne suffit pas. L'occupation se termine sans victoire. Les grévistes reprennent le travail le 16 juillet. La fermeture, elle, suit son cours. Voilà la première scène de deuil de cette histoire, et elle n'a pas d'accent étranger. Elle a l'accent de la banlieue parisienne, en 1975, sous un gouvernement français, dans le cadre d'un rapprochement entre deux entreprises françaises. Le produit que le pays croyait éternel avait déjà à ce moment-là perdu une usine, perdu son autonomie, perdu une partie de ses ouvriers. Et la France, sur son petit moteur noir, continuait de rouler comme si de rien n'était.
car pendant que Courbevoie se barricadait, le sol lui-même se dérobait sous toute l'industrie du deux roues. Au mois de septembre 1975, le marché français du cyclomoteur accuse une baisse de plus d'1/5 sur le seul premier semestre. Plus de 20% en 6 mois. Les constructeurs redoutent qu'une réglementation plus stricte du casque n'accélère encore la chute. Motobécane envisage alors 900 suppressions d'emplois. Peugeot, 400. Ce n'est plus l'affaire d'un modèle. Ce n'est même plus l'affaire d'une entreprise. C'est tout le modèle français du cyclomoteur populaire qui commence à se fissurer. La France s'enrichit, la France s'achète des voitures, et la France, doucement, abandonne l'objet qui l'avait fait rouler quand elle était pauvre. Le Solex n'est pas encore mort, mais le monde qui l'avait rendu nécessaire, lui, est déjà en train de mourir. Chapitre 7. Personne ne veut y mettre 1 centime. Il y a un homme, dans cette histoire, qui incarne mieux que tout autre ce que la désindustrialisation fait à une vie. Il s'appelle Daniel Lemeur. Il n'est pas un commentateur. Il n'est pas un expert venu juger après coup. C'est un ouvrier métallurgiste de Motobécane. Il a pointé dans cette usine, il a été délégué syndical pendant une dizaine d'années, la voix de ses camarades face à la direction. Et puis, par le chemin que prennent parfois les hommes du rang, il est devenu député, puis maire de Saint-Quentin. Le Monde le décrira comme un homme de la génération Motobécane. Il est l'usine faite homme. Au mois de novembre 1978, Daniel Lemeur, avec d'autres élus, lance un cri d'alarme qui ressemble déjà à un avertissement. Il propose de relancer une grande industrie française de la moto à partir d'un atelier de Saint-Quentin, décrit comme ultra-moderne mais inutilisé. Les élus soulignent une évidence qui les révolte. Les constructeurs japonais dominent désormais l'écrasante majorité du marché français de la moto. Leur projet est chiffré. 2 types de motos, 50 millions de francs sur 3 ans, la promesse de 1000 emplois chez Motobécane et autant chez les sous-traitants. Le projet ne verra pas le jour. L'atelier moderne restera silencieux. Et l'homme qui avait pointé dans cette usine devra, depuis le fauteuil du maire, regarder l'entreprise qu'il avait formée commencer à rétrécir, année après année. Pendant ce temps, en haut, on cherche de l'argent. Et on n'en trouve pas. Le groupe Dassault monte au capital de Motobécane jusqu'à 43% au début des années 80. Puis, pendant l'été 1982, il revend l'essentiel de sa participation. Voilà le signe qui ne trompe pas. Quand les grands capitaux se retirent, c'est que la maison est jugée perdue. Le 23 février 1983, l'administrateur judiciaire, maître Chassagnon, dépose le bilan de Motobécane. Le bilan. Le mot tombe comme une pierre. L'entreprise qui possède le Solex, qui possède la mobilette, ces 2 noms entrés dans la langue française, entrent officiellement dans la procédure collective par la signature d'un homme. Et voici ce que Le Monde écrit alors, et c'est peut-être la phrase la plus révélatrice de toute cette histoire. La mort des mobilettes et des Solex ? Personne n'y croit. Personne n'y croit. Tout le monde célèbre la valeur de la marque. Tout le monde loue la qualité du réseau, la compétence des ouvriers, la renommée du nom. Le gouvernement le dit, les industriels le disent, les syndicats le disent. Et pourtant, dans le même mouvement, presque personne n'accepte d'apporter le capital qu'il faudrait pour continuer. C'est cela, le vertige de 1983. Le produit est encore aimé, le réseau existe, les compétences existent. Le marché s'est contracté, mais le nom, lui, vaut encore de l'or dans l'imaginaire du pays. Et malgré tout cela, l'entreprise ne peut plus payer seule son avenir. La question a changé. Elle n'est plus « le Solex est-il aimé ?» Il l'est. Elle est devenue « quelqu'un acceptera-t-il de financer ce qu'il faut pour continuer à le fabriquer ?» À cette question, le capital français, celui de Renault, celui de Dassault, celui de l'État, a déjà répondu. Il a répondu en se retirant. Chapitre 8. Un redémarrage plein d'espoir. C'est ici qu'entrent en scène les hommes que la légende désignera plus tard comme les fossoyeurs. Et voici le paradoxe qu'aucun récit honnête ne peut esquiver.
Ils entrent d'abord comme sauveurs. Le 12 janvier 1984, le tribunal de commerce de Paris approuve le plan de reprise de Motobécane. Un nouvel ensemble naît de la faillite, MBK. Et ce jour-là, 3 hommes prennent la plume. Guy Blanc, président, Jean-Michel Basset, directeur général, Xavier Maugendre, directeur général adjoint. Ils écrivent une lettre. Ils l'écrivent à un Français qui dirige la filiale française d'un constructeur japonais. Il s'appelle Jean-Claude Olivier et il est l'homme de Yamaha en France. Dans leur lettre, les dirigeants de MBK annoncent que le plan de reprise, agréé par les pouvoirs publics, vient d'être accepté par le tribunal. Ils parlent d'un redémarrage plein d'espoir. Et ils remercient Jean-Claude Olivier pour son attachement à Motobécane. Lisez bien cette scène, car elle interdit la caricature. L'homme de Yamaha n'arrive pas comme un prédateur venu dépecer une proie. Il arrive comme un partenaire que les Français eux-mêmes remercient d'avoir soutenu le sauvetage de leur maison. Le capital du nouvel ensemble est d'ailleurs, à cette date, encore majoritairement français. Des instances régionales de Picardie participent au financement. Yamaha, ses importateurs, et le constructeur allemand Sachs complètent le tour de table étranger. Xavier Maugendre est le personnage clé de ce moment. C'est un professionnel de l'importation de motos, un homme du métier. C'est lui, le Français, qui monte le véhicule de reprise et qui fait entrer Yamaha dans le dispositif. Ce n'est pas le Japon qui vient acheter la France. C'est un Français qui va chercher des capitaux japonais pour sauver ce qui peut l'être. Il faut ici écarter une erreur qui traîne dans les récits pressés. On lit parfois que Yamaha aurait racheté Motobécane pour une bouchée de pain, pour le prix d'un appartement. Les sommes que l'on cite, 250 000 francs de capital pour la société de reprise ou tel autre montant figurant dans une fiche officielle, ne sont pas un prix d'achat de l'entreprise. Ce sont des chiffres de constitution de société, des lignes comptables. Le montant exact que Yamaha a réellement déboursé pour prendre le contrôle reste, dans les archives accessibles, à documenter. Il serait malhonnête d'en faire une accusation avant d'en avoir la preuve. Car c'est là tout l'enjeu de ce film. On nous a promis une histoire simple, un objet parfait, tué par une seule erreur ou par une seule main coupable. Et à mesure que l'on descend dans les archives, cette histoire simple se dérobe. En 1985, la situation reste mauvaise. MBK a redémarré sous ses nouveaux actionnaires, mais la crise du deux roues persiste et les premiers espoirs placés dans le scooter déçoivent. Les pertes se profilent encore. Au mois de juillet, 220 suppressions d'emplois sont annoncées sur environ 2000 salariés. Puis Yamaha fait réaliser un audit complet de la maison, un examen sans complaisance. Et cet audit débouche, en 1986, sur la prise de contrôle par le constructeur japonais. Voici donc l'état réel des lieux au moment où Yamaha prend la barre. Une entreprise déjà passée par la faillite, déjà vidée d'une partie de ses ouvriers, déjà abandonnée par les capitaux français. Une maison au bord du gouffre que le Japon reprend non pas pleine et prospère, mais exsangue. Ce qui va suivre n'est pas l'histoire d'un assassinat, c'est l'histoire d'un choix. Le choix de ce qu'on sauve et de ce qu'on ne sauve pas. Chapitre 9. Ce que Yamaha choisit de sauver. Voici le cœur du film. Et voici où il faut avoir le courage de dire la vérité, même quand elle est moins spectaculaire que la légende. La légende dit ceci. Yamaha aurait supprimé le vélo Solex 3800 parce qu'il gênait la vente de ses scooters. Le petit moteur noir, trop bon marché, trop fiable, trop increvable, aurait cannibalisé les marges des engins neufs. Alors on l'aurait éliminé de sang-froid pour vendre du plastique coloré. C'est une belle histoire, c'est une histoire terrible, et à ce jour, aucune archive accessible ne la prouve. Je le dis avec la précision d'un homme qui a cherché la pièce à conviction et ne l'a pas trouvée. Il n'existe, dans les documents que l'on peut consulter, aucun procès-verbal de conseil, aucune note interne, aucune correspondance de direction qui dise en substance « Le Solex est trop bon, éliminons-le pour protéger le scooter ». Présenter cette intention comme un fait serait tromper le spectateur. Il y a plus. La chronologie elle-même fragilise l'accusation. Le 3800 cesse d'être fabriqué à Saint-Quentin
à l'automne 1988. Or, le scooter qui va faire la fortune de l'usine, le Booster, n'est présenté au Japon qu'à ce même automne, et sa fabrication française ne commence qu'en 1990. On ne peut pas tuer un produit pour protéger les profits d'un autre produit qui n'existe pas encore. Alors que s'est-il vraiment passé ? La vérité documentée est plus complexe, et à mon sens, plus poignante que le crime qu'on nous avait promis. Ce qui s'est passé, c'est qu'une entreprise sauvée de la mort a dû décider quel produit méritait d'être sauvé avec elle. Et pour comprendre cette décision, il faut lire une pièce que la légende ignore. Le témoignage, des années plus tard, devant le Sénat, de l'homme qui dirigeait les ressources humaines de MBK. Il s'appelle Jacques Renaud. Voici ce que Jacques Renaud raconte. Quand Yamaha prend le contrôle en 1986, la situation est si grave qu'un projet de licenciement économique est sur la table. On pourrait vider l'usine, on pourrait tout fermer. Au lieu de cela, la direction négocie avec les syndicats un accord d'un genre nouveau. On réduit le temps de travail. On l'annualise, on le module selon les besoins. On supprime les rémunérations au rendement. Et en échange de cette flexibilité, l'entreprise prend un engagement précis, chiffré, écrit. Maintenir les effectifs à leur niveau du 1er mai 1986, pendant 3 ans. Comprenez bien ce que cela signifie. Le repreneur japonais, que la légende peint en liquidateur, s'engage par contrat à ne pas licencier. En décembre 1987, l'ensemble des organisations syndicales finit par adhérer à cet accord. Le compromis social devient la condition de survie du site. Ce n'est pas le portrait d'un prédateur venu tout raser. C'est le portrait d'une chirurgie brutale mais consciente, destinée à sauver ce qui peut l'être. Alors, dans cette logique-là, que devient le Solex ? Il devient un problème. Non pas un ennemi, un problème. Dans un univers industriel où chaque ligne de production doit désormais justifier sa place par son marché, sa productivité, sa valeur ajoutée, le 3800 se trouve dans la pire des positions. C'est un objet dont la conception fondamentale remonte à l'après-guerre. Il se vend en volume déclinant. Il exige ses propres outillages, ses propres pièces, sa propre chaîne, pour un produit que le marché délaisse. Jacques Renaud, devant le Sénat, décrira cette logique sans détour. MBK doit rester compétitif pour éviter que certaines fabrications ne partent ailleurs. Le groupe entend spécialiser l'usine sur les produits à plus forte valeur. Voilà le mécanisme. Voilà la vraie erreur fatale, si l'on veut absolument en trouver une. Ce n'est pas un dirigeant qui aurait haï le Solex. C'est un système de décision, froid, rationnel, dans lequel un objet techniquement dépassé, vendu en petite quantité, ne pouvait plus défendre sa place dans une usine qu'on était en train de transformer pour la sauver. Le 1er septembre 1988, Le Monde annonce la disparition prochaine du vélo Solex. Le journal ne parle pas d'un engin triomphant qu'une direction cynique voudrait faire taire. Il décrit un objet solide, sobre, rustique. Et dépassé. Le Solex est célébré, mais il est célébré parce qu'il s'en va, non parce qu'il règne encore. Le 7 novembre 1988, la chaîne française du 3800 s'arrête. Et quelques mois plus tard, dans la même usine, sous les mêmes toits, les mêmes ouvriers commençaient à préparer un scooter au plastique coloré pour les adolescents. Le Booster. Un immense succès. Ce n'est pas un assassinat, c'est une succession. Mais pour l'homme qui avait passé sa jeunesse sur un Solex, la différence, ce jour-là, ne devait pas peser bien lourd. Chapitre 10. Les machines prennent la route de l'Est. Ce qui arrive ensuite aux machines est la plus belle scène de cette histoire. Et personne, en France, ne l'a vu. Car le 3800 ne meurt pas tout à fait à Saint-Quentin. On démonte sa chaîne, on emballe ses presses, ses gabarits, ses outils. Et cet outillage, ce corps de métal de l'icône française, quitte le pays. Un homme l'achète. Il s'appelle Sándor Gattikis. C'est un personnage de roman. Hongrois, il fuit son pays après les événements de 1956. Il s'installe en France. Il fait carrière comme dirigeant dans l'industrie pharmaceutique. Et un jour, il apprend que le matériel du Solex est à vendre.
Selon l'enquête hongroise, il achète l'ensemble de la ligne démontée pour 24 millions de francs. Que veut-il en faire? Il veut sauver deux choses à la fois. Il veut sauver le Solex et il veut sauver une communauté ouvrière, très loin de la France, à Berettyóújfalu, dans l'est de la Hongrie. Là-bas, une ancienne usine de roulement vient de perdre ses débouchés soviétiques avec l'effondrement du bloc de l'Est. Environ 800 personnes en dépendent encore, alors que Gatikis estime qu'une production rentable n'en emploierait qu'environ 300. Mesurez l'étrange symétrie de tout cela. Une chaîne de fabrication rejetée par une réforme industrielle française devient l'espoir d'ouvriers hongrois frappés par une autre réforme industrielle. Le même objet, le même galet, le même petit moteur noir, appelé à sauver, à des milliers de kilomètres, des hommes qu'il n'avait jamais rencontrés. Le matériel reste d'abord plusieurs années emballé. Puis, au printemps 1993, les équipements français sont installés à Berettyóújfalu. Les essais démarrent. Une première série sort de la chaîne ressuscitée. Et pour prouver au monde que les vieilles machines françaises fonctionnent encore, 10 jeunes gens entreprennent un voyage jusqu'à Paris sur des Solex issus de la relance hongroise. Selon la presse hongroise, ils arrivent avec très peu de panne. Imaginez cette image. 10 cyclomoteurs assemblés en Hongrie sur des outils français, roulant vers Paris comme un pèlerinage. Le Solex revenant vers le pays qu'il avait abandonné pour lui dire « Je suis toujours là ». Et puis le second rêve se brise, exactement comme le premier. Les commandes promises ne suffisent pas. Le capital manque. Les salaires cessent d'être versés. Au mois d'août 1994, les ouvriers hongrois occupent l'usine. Ils l'occupent pour la même raison, très exactement, que les ouvriers de Courbevoie en 1975. Pour empêcher qu'on emporte les machines dans la nuit. Pour que la valeur de la ligne serve à couvrir ce qu'on leur doit. Deux pays, deux systèmes économiques que tout oppose. Près de 20 ans d'écart. Et la même chaîne de fabrication du Solex au cœur de deux occupations ouvrières sur deux continents politiques différents. Les mêmes gestes, les mêmes portes barricadées, la même peur de voir disparaître au petit matin l'outil qui faisait vivre. Le petit moteur noir avait fait le tour de son monde. Et partout où il passait, il laissait derrière lui des ouvriers debout devant des grilles, refusant que leur travail s'en aille sans eux. Chapitre 11. L'usine sans le Solex. Reste maintenant à dire ce qui survit. Et c'est ici que le film doit renoncer à son image la plus facile. La grille rouillée, l'usine morte, la ruine. Car l'usine, elle, n'est pas morte. C'est peut-être la vérité la plus troublante de toute cette histoire. Le constructeur japonais qui a retiré le Solex de la chaîne est aussi celui qui a permis à l'usine héritière de Motobekan de rester, pendant des décennies encore, une usine de deux roues bien vivante. Écoutez le bilan que dresse Jacques Renaud devant le Sénat en 1998. Les effectifs de MBK ont été maintenus à 1409 personnes depuis l'accord de reprise. Le chômage partiel a disparu et le chiffre d'affaires a plus que doublé. 1409 emplois maintenus. Ce n'est pas le chiffre d'une liquidation, c'est le chiffre d'un sauvetage, dur, exigeant, mais réel. Alors soyons justes, dans les deux sens. Yamaha n'est pas le sauveur désintéressé d'un conte de fées. La décennie qui a précédé sa prise de contrôle fut socialement brutale. À la fin des années 70, Motobekan comptait environ 4500 salariés à Saint-Quentin. En 1989, il n'en restait qu'environ 1200. La ville a saigné. Le chômage y a grimpé autour de 13 à 14%. Mais ce sang-là a coulé avant l'arrêt du Solex, et pour d'autres raisons que lui. Il serait malhonnête d'imputer la souffrance de toute une ville à la disparition d'un seul cyclomoteur. Saint-Quentin perdait des emplois dans le textile, dans l'habillement, dans bien d'autres industries. Et l'usine, elle, continuait de tourner. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas filmer l'usine d'aujourd'hui comme un tombeau. En 2024, MBK Industries a changé de nom pour devenir Yamaha Motor Manufacturing Europe. Le nom de Motobekan a disparu de la raison sociale. Mais derrière les portes, à Rouvroy, on fabrique toujours des deux roues. L'usine a survécu à l'objet qui l'avait rendu célèbre.
La vraie ruine est ailleurs. Elle n'est pas dans un bâtiment. Elle est dans la rupture. Dans le fil brisé entre la machine, la marque et le lieu qui les fabriquait. Et si l'on veut vraiment voir survivre le corps du Solex, ce n'est pas à Saint-Quentin qu'il faut aller. C'est à Béréty-Ouifalou. Aujourd'hui encore, dans un petit atelier, un homme nommé Zebeni Sandor fabrique des pièces de Solex. Il affirme travailler toujours avec une partie des outillages français d'origine, selon la documentation et les exigences héritées du système français. Arrêtez-vous sur cette image, car c'est peut-être la dernière du film. Une poignée d'hommes, en Hongrie, travaillant encore avec les outils d'une industrie française officiellement abandonnée il y a près de 40 ans. Les machines sont devenues leur propre archive. Le savoir-faire n'a pas simplement disparu. Il a changé de pays. Chapitre 12. Ce qui reste. Alors, une seule erreur a-t-elle détruit le vélo motorisé le plus vendu d'Europe ? Non. C'est le mensonge réconfortant qu'on aurait aimé croire. Il est plus facile de désigner un coupable, une signature, une main. La vérité est plus lente et plus lourde. Le Solex n'a pas été tué par une erreur. Il a été lâché, une décision après l'autre, par un pays qui s'enrichissait et n'avait plus besoin de lui. Renault s'est retiré. Dassault s'est retiré. L'État a laissé faire. Motobécane a fait faillite. Et quand un repreneur est enfin venu sauver l'usine, il a dû choisir ce qu'il sauvait. Le Solex n'était pas de la liste. Il n'est pas mort parce qu'on ne savait plus construire. On savait encore parfaitement le construire. La preuve, les machines qui le fabriquaient existent toujours. Elles ont traversé un continent. Elles tournent encore entre les mains de quelques hommes dans une petite ville de l'est de la Hongrie. Le 3800 n'a pas disparu avec son usine. Son usine a survécu sans lui. C'est cela la tragédie. Pas un incendie, pas une catastrophe, pas un crime spectaculaire avec un coupable qu'on pourrait nommer et haïr. Simplement, une entreprise qu'on a sauvée en décidant que l'une des machines les plus françaises de son siècle ne ferait pas partie de ce qu'on sauverait. Le bruit s'est tu. Cette petite crécelle affolée qui accompagnait la France au travail, ce cliquetis du galet contre le pneu, cette odeur de 2 temps dans l'air du matin. Tout cela a quitté les rues françaises. Il reste les Solex dans les granges, il reste les souvenirs des hommes qui avaient 20 ans. Il reste, à Saint-Quentin, un musée et une usine bien vivante qui ne fabrique plus le Solex. Et il reste, loin, très loin, des presses françaises qui frappent encore le métal dans une langue que la France a cessé de parler.